Encore très marginal il y a quelques années à peine, les crypto-monnaies sont maintenant sorties de l'ombre. Appelées Bitcoin, Ethereum, Tether ou BNB, les crypto-monnaies se comptent par milliers et leurs adeptes se comptent par millions. Des sommes colossales d'argent sont en jeu, mais il y a un envers à la médaille. En 2022, à l'échelle mondiale, fraude rime de plus en plus avec crypto-monnaie. Au Canada seulement, entre 2017 et 2020, le nombre de fraudes associées aux crypto-monnaies a augmenté de plus de 400%. Or, il s'agit de la pointe de l'iceberg. Les autorités estiment ne recevoir des signalements que pour seulement 5% des fraudes perpétrées au pays. Ailleurs dans le monde, un cas très récent a retenu notre attention. Pas plus tard que cette semaine, l'équivalent de 625 millions de dollars en crypto-monnaie ont été dérobés par des cyberpirates dans une chaîne de blocs pourtant censée protéger les avoirs d'amateurs d'un populaire jeu vidéo. Un exemple parmi tant d'autres qui nous montre à quel point s'aventurer dans cet univers comprend son lot de risques, malgré les profits mirobolants qu'on nous fait. Jeff, 625 millions de dollars, c'est énorme. Ça, c'est un seul cas, un seul incident de vol de crypto-monnaie. Et on dit que depuis le début de l'année 2022, ces vols-là se chiffrent à plus d'1 milliard de dollars. C'est hallucinant. Pour qu'on se comprenne bien et que tout le monde nous comprenne, ça part d'où, ça, les crypto-monnaies? Donc, c'est parti suite au crash financier de 2008. Donc, les banques ont fait planter le système financier en inventant des formes de plus en plus exotiques d'investissement. Ça a énormément ébranlé la confiance envers le système financier pour toutes sortes de très bonnes raisons. Et puis, là-dedans émerge un personnage qui arbore le pseudonyme Satoshi Nakamoto. On ne sait pas c'est qui, c'est un pseudonyme sur Internet, son identité n'a jamais été dévoilée. Et cette personne-là propose une nouvelle monnaie électronique qui va pouvoir contourner le système bancaire pour des raisons idéologiques. Satoshi Nakamoto évolue dans des forums de discussion, dans des communautés en ligne qui ont des tendances anarcho-capitalistes, anarcho-libertariennes, beaucoup préoccupées par toute forme de pouvoir étatique qu'il juge comme étant complètement illégitime et qui cherche à contourner tout pouvoir politique en utilisant l'Internet. Et dans ces forums-là circulent énormément de conspirations à propos du système financier, à propos en particulier des banques centrales. Dans sa vision du projet de Bitcoin, on voit des échos de ces conspirations-là. Satoshi Nakamoto a déjà laissé sous-entendre que les banques centrales font exprès pour créer l'inflation dans le but de voler de l'argent aux citoyens. Puis ça, c'est des conspirations qui existent depuis les années 30, depuis la création de la Banque centrale américaine, la Fed. C'est difficile de départager là, les conspirations du projet de Bitcoin parce que ça fait partie des fondations. L'idéologie derrière ça, elle est là. On voit toute forme de pouvoir politique comme étant illégitime. Et en créant Bitcoin, ce que Satoshi Nakamoto voulait faire, c'est un système financier parallèle où on n'a pas besoin de faire confiance non seulement aux autorités, mais à personne d'autre qui participe dans le système. J'en ai parlé avec l'économiste Francis Coppola, qui s'intéresse beaucoup au système de la crypto-monnaie. Bon, elle s'inquiète beaucoup des risques financiers associés aux crypto-monnaies, mais elle voit aussi un risque social à ce que l'idéologie derrière la crypto-monnaie se propage dans les sociétés occidentales. The way we construct our societies is important, and a society is fundamentally based on no trust. The whole point about crypto is that you can transact with people you don't trust. But if your entire society is built on I don't trust anybody, what kind of society have we got? And a lot of the fragmentation we've seen then, the social fragmentation and the distrust and the tribalism and all the rest of it that's been happening, kind of stems from that breakdown of trust in societies, trust in institutions, trust in politicians, trust in it started with loss of trust in banks and it's gone on to loss of trust in almost everything. C'est intéressant de comprendre l'histoire et l'évolution des crypto-monnaies, cet écosystème partagé avec la pensée conspirationniste, mais il faut comprendre comment ça fonctionne, Jeff. Et là, je sais que c'est tout un défi. Les grandes bases là, de la crypto-monnaie, c'est quoi? On va devoir me pardonner quelques simplifications, mais c'est un des problèmes avec cet écosystème-là, c'est que c'est basé sur la technologie, c'est complexe, puis ça devient difficile à comprendre des fois. Donc, on va y aller là, de la manière la plus de base possible. Allons-y. Donc, supposons, dans le système financier traditionnel, Alexis, je veux t'envoyer 100 $. Donc, ma banque regarde dans mon compte de banque, voit si j'ai vraiment les fonds, elle contacte ta banque, elle voit si ton compte existe,
déposes le 100 $ dans ton compte. Si jamais il y a un problème, par exemple, quelqu'un a volé mon mot de passe, puis finalement, j'ai pas effectué cette transaction-là, ben la banque, je peux l'appeler, elle peut annuler le transfert. Si jamais il y a eu une fraude, mes dépôts sont assurés, etc. L'idée derrière la crypto-monnaie, c'est qu'on veut absolument pas faire confiance à qui que ce soit, des institutions ou les autres participants du système. Donc, il y a un problème parce qu'il n'y a pas d'autorité centrale qui peut voir si j'ai vraiment les fonds que je veux envoyer. Comment est-ce qu'on règle ce problème-là? La vision du Bitcoin, c'est de décentraliser cette validation-là. Donc, imagine, tout le monde qui participe dans le système de crypto-monnaie a comme un immense fichier Excel avec la liste de toutes les transactions, avec la liste de tous les comptes. Et tout le monde peut aller voir, OK, Jeff a vraiment 100 $ dans son compte, il a le droit d'envoyer 100 $ à Alexis. Le problème avec ça, c'est que, bon, n'importe qui pourrait rajouter des transactions qui sont pas valides. Donc, je pourrais t'envoyer 100 $ et en même temps envoyer 100 $ à quelqu'un d'autre. Et là, ben, il n'y a pas assez d'argent dans mon compte. Puis pour résoudre ce problème-là, le Bitcoin a proposé une innovation quand même assez intéressante. C'est, imaginez que tout le monde dans le système veut faire des transactions, mettre des chèques dans une grande pile. Et là, il y a des gens qu'on appelle des mineurs de Bitcoin qui viennent, ils prennent des chèques dans la pile, les brochent ensemble pour les valider et les ajoutent à la liste de transactions. C'est ce qu'on appelle un bloc. Une chaîne de blocs, c'est un bloc. Comment est-ce qu'on décide qui a le droit d'ajouter un nouveau bloc à la chaîne? Ben, les mineurs font une immense compétition partout dans le monde, participent à une loterie pour savoir qui a le droit d'ajouter le prochain bloc sur la chaîne de blocs. Et cette loterie-là, comment on y participe, c'est qu'on gaspille du travail informatique à essayer de résoudre des énigmes cryptographiques. Donc, on essaie de deviner un chiffre magique. Partout dans le monde, il y a des gens qui ont des banques d'ordinateurs qui essaient de résoudre ces énigmes-là. Il y a des milliards et des milliards et des milliards de tentatives par seconde partout dans le monde. La personne qui réussit à deviner le bon chiffre obtient le droit de rajouter le bloc sur la chaîne de blocs et ça devient officiel, comme toutes les transactions dans ce bloc-là deviennent officielles. Okay. En guise de récompense, la personne qui a réussi à mettre le bloc reçoit une récompense de Bitcoin. C'est comme ça qu'on compense les gens. C'est là que ça vient l'impact environnemental des crypto-monnaies parce que tu as énormément de travail informatique qui prend de l'électricité. Des serveurs informatiques. C'est là que ça vient les fermes. On entend souvent parler des fermes de crypto-monnaies. C'est des ordinateurs qui roulent 24 heures sur 24 à essayer de deviner le chiffre magique dans l'espoir d'avoir la bonne réponse à l'énigme et d'obtenir la récompense. Et Jeff, revenons à ton exemple initial. Dans le système bancaire conventionnel, tu veux me verser à moi, dans mon compte, 100 $. Dans le système des crypto-monnaies, comment on fait pour annuler une transaction? C'est impossible. Donc, pour plein de raisons, pour pouvoir préserver l'intégrité du système, le système doit empêcher toute personne d'aller modifier ce qui vient avant. Donc, on peut pas changer une transaction qui a déjà eu lieu. Il faut préciser, il n'y a aucune façon, il n'y a pas de service à la clientèle dans la crypto. Tu peux pas appeler une autorité centrale pour te plaindre, pour dire, écoutez, il y a eu une fraude, je veux mon argent. C'est impossible. C'est conçu comme ça pour ne pas nécessiter aucune intervention de aucune autorité quelconque. Le système est conçu pour évader aux autorités. Il ne faut pas se surprendre que c'est utilisé pour mener toutes sortes d'activités illégales ou du moins des activités qui sont autrement réglementées dans le système financier actuel. J'en ai parlé avec Francis Coppola qui donne des conseils aux gens qui voudraient investir en crypto-monnaie. Don't invest money you can't afford to lose would be my strongest advice, as it would be with any risky investment. Crypto is risky by definition. So it's fine to have it in your portfolio as something that will spice it up and earn you some yield, but be aware that you are dabbling in things that are quite risky. And so you have to be prepared to take losses. Comme bien des phénomènes en vogue, l'univers des crypto-monnaies est construit sur une série de mythes. Ces mythes sont tenaces et constituent, dans l'esprit de ceux qui y croient, les raisons pour lesquelles les crypto-monnaies seraient la voie de l'avenir en matière de finances et de transactions monétaires. Mais, à bien des égards, ces croyances relèvent davantage du mirage, comme nous allons vous le démontrer. Déboulonnons ou déconstruisons des mythes ensemble. Jeff, numéro 1, la crypto-monnaie, c'est une monnaie, oui ou non? Je pense que même les plus fervents partisans de Bitcoin admettent que ça n'a pas vraiment la fonction d'une monnaie. C'est à peu près impossible d'acheter des choses dans la vraie vie avec du Bitcoin, comme payer son loyer, acheter de l'essence. Ça sert pas à ça. Le prix est beaucoup trop volatile.
y a des compagnies qui acceptaient la crypto-monnaie comme forme de paiement il y a quelques années, mais il y en a de moins en moins. Le prix varie tellement. Par exemple, a baissé subitement de 40% en fin d'année l'année dernière. Puis aussi, il faut dire, le système Bitcoin au complet peut effectuer entre 3 et 7 transactions par seconde partout dans le monde. Donc, c'est à peu près impossible que toute la planète se mette à utiliser Bitcoin comme monnaie d'échange. Il y a des nouveaux systèmes qui sont en développement ou qui ont été proposés pour augmenter la vitesse. Et il y a d'autres chaînes de blocs, là. Mais le principal, Bitcoin, ça fonctionne pas vraiment comme une monnaie, plus comme un véhicule spéculatif, un investissement dans le fond. Autre mythe, est-ce que c'est véritablement décentralisé comme système? Sur papier, oui, n'importe qui peut participer au système de Bitcoin et miner des Bitcoins, mais le travail informatique que ça nécessite de nos jours, c'est absolument immense. C'est à peu près impossible pour une personne de juste faire opérer un système de validation sur son ordinateur personnel. D'ailleurs, il y a des immenses conglomérats de minage de Bitcoin qui existent et une poignée de ces conglomérats-là contrôlent la plupart des activités de minage de Bitcoin. Ah ouais. Donc, c'est pas vraiment décentralisé quand on sait que ce sont une poignée d'acteurs qui, dans le fond, font fonctionner le système de Bitcoin. Aussi, le système de Bitcoin, sur papier, on peut l'utiliser nous-mêmes, effectuer nous-mêmes des transactions en l'injectant dans le bloc. Une infime minorité des gens savent comment utiliser ça. La plupart utilisent des services d'échange populaires comme Binance, Crypto.com, Kraken. Donc, il y a une centralisation dans les services de Bitcoin aussi. Et ces services-là, si vous voulez effectuer, par exemple, des transactions de crypto-monnaie avec de l'argent liquide, avec de l'argent du système bancaire, il faut donner son information personnelle. Donc, c'est plus vraiment décentralisé parce qu'on doit faire confiance à l'application qui nous permet de transiger en crypto-monnaie. Et puisque tu parles de confiance, la confiance des gens dans l'univers des crypto-monnaies est souvent basée sur la notion d'anonymat. Ça encore, est-ce que c'est vrai? Encore une fois, sur papier, oui. Donc, pour créer un portefeuille Bitcoin, on a juste besoin d'une clé cryptographique privée, une clé publique. On n'a pas besoin de rentrer son nom ou des informations personnelles pour se créer un portefeuille. Donc, oui, c'est anonyme, c'est pseudonyme. L'affaire, c'est que, comme on disait tantôt, il y a une immense transparence dans le système des crypto-monnaies, dans le sens qu'on peut aller voir toutes les transactions qui ont eu lieu depuis le début. Donc, si on connaît ton numéro d'adresse de ton portefeuille en crypto-monnaie, on peut aller voir toutes les transactions qui ont eu lieu et on peut aller voir à qui tu donnes l'argent. Ça permet aux autorités de retracer des gens. Donc, c'est pas tout à fait anonyme, et surtout si on connecte son portefeuille à un système d'échange où on demande des informations personnelles. Là, ça permet aux autorités, justement, d'aller bloquer votre compte sur un échange. Donc, sur papier, oui, c'est anonyme, mais dans les faits, pas 100%.